Bonjour. Donc dans cette vidéo, je souhaiterais revenir sur les éléments qui constituent la base du fonctionnement des CSE, à savoir le nombre d'élus, les heures de délégation, les mandats et les représentants du personnel suppléant. Alors tout d'abord, le nombre de sièges ou d'élus et les heures de délégation. Le constat finalement simple que l'on peut faire, c'est le fait que dans certains endroits, les élus ne disposent pas de suffisamment d'heures ou ne sont pas suffisamment nombreux pour exercer leurs prérogatives, pour exercer leur mission. Alors, il existe, comme pour beaucoup de sujets, dans le cadre des ordonnances Macron, donc il existe des possibilités de négociation. Ces possibilités de négociation se trouvent, ou se font en tout cas au niveau du protocole d'accord préélectoral par rapport à ce sujet-là, et il en est question donc dans les articles L2317-1 et 7 et L2316-8 du Code du travail. Donc la préconisation finalement simple que l'on peut faire, c'est selon nous la nécessité de réaliser en quelque sorte un état des lieux. Donc un état des lieux du nombre d'heures nécessaires, du nombre d'élus nécessaires au regard des différentes missions que les élus ont à exercer. Donc un listing des missions, un nombre d'heures à établir en face pour effectivement pouvoir correctement exercer ces missions, sachant que bien évidemment cet état des lieux peut s'appuyer, voire doit s'appuyer sur l'expérience de la première mandature qui peut être riche d'enseignements et qui peut permettre effectivement de se donner une idée ou d'établir en fonction des missions ce qui est nécessaire pour l'entreprise en question, sachant que les besoins ne sont pas forcément les mêmes en fonction des missions et en fonction des entreprises. Le deuxième sujet que je souhaiterais aborder, c'est la question de la composition des collèges électoraux. Donc là, on est parfois confronté à la problématique suivante, qui est que les collèges électoraux sont parfois constitués de manière à favoriser ou à défavoriser certaines catégories de personnel ou certaines organisations syndicales. Là encore, ce sont des éléments qui se négocient au niveau du protocole d'accord préélectoral. Il en est question donc dans les articles L2314-12, 13 et 16 du Code du travail. Et l'enjeu est tout simplement de veiller à ce que la représentation des sièges et la représentation du personnel reflètent bien, en quelque sorte, la population de l'entreprise en question. Troisième sujet que je souhaiterais aborder, c'est le nombre et la durée des mandats. Donc la loi limite le nombre de mandats à 3, exercés de manière successive. Donc cela est vrai pour les grandes entreprises, donc de plus de 300 salariés, j'ai envie de dire strictement vrai pour elles, puisque c'est d'ordre public. Donc les entreprises de plus de 300 salariés ne peuvent pas aller au-delà de ces 3 mandats-là, même avec négociation. La négociation n'est pas possible effectivement sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est évidemment un problème, bien sûr, puisque cela peut se traduire par des CSE partiellement constitués s'il n'y a plus de candidature, voire des CSE qui disparaissent ou qui ne peuvent pas se mettre en place. Cela étant dit, effectivement, si au-delà de 300, aucune marge de manœuvre n'est possible, en dessous de 300, des marges de manœuvre sont possibles. Donc tout d'abord pour les entreprises de 50 à 300 salariés, si effectivement le nombre de mandats successifs est défini par défaut à 3, il y a des possibilités de négociation. Donc bien évidemment, il me paraît intéressant de se saisir de ces possibilités de négociation de manière à tenter de déclencher des mandats supplémentaires si bien sûr, le nombre d'élus susceptibles de se présenter n'est pas suffisant. Et dans les entreprises de moins de 50, il n'y a pas de limite. La loi ne prévoit rien par défaut, donc, en quelque sorte, tout est ouvert sur le sujet, ce qui peut s'entendre d'autant plus que, bien évidemment, c'est précisément dans les petites entreprises que le nombre de candidatures risque d'être le plus limité, et les élus risquent d'être, entre guillemets, les plus difficiles à trouver. Un mot sur la durée des mandats, donc durée des mandats qui peut être comprise entre 2 et 4 ans. Alors là, j'ai envie de dire, pas de préconisation en quelque sorte forte en la matière, mais peut-être 2 réflexions entre, d'une part, un mandat qui pourrait se révéler trop court, un mandat de 2 ans par exemple, qui pourrait se révéler trop court car
qui pourrait empêcher finalement les élus de prendre leur marque. Effectivement, à peine les élus sont-ils entrés dans leurs fonctions que déjà de nouvelles élections arrivent, donc ça peut être effectivement dommage, voire défavorable, j'ai envie de dire, à ces élus pour qu'ils puissent pleinement, j'ai envie de dire, investir la fonction, donc une durée trop courte. Mais à contrario, une durée trop longue peut aussi être un problème, car ça peut se traduire par une certaine usure des représentants du personnel. En particulier, si les relations sociales sont difficiles dans l'entreprise, ça peut se traduire par le fait que voilà, un petit nombre de personnes, les quelques élus effectivement qui sont en place, se retrouvent pendant longtemps, en quelque sorte, au front face à l'employeur. Je le répète, et ce d'autant plus si les conditions, si le dialogue social en fait est dégradé. Le dernier point que je souhaiterais aborder, c'est la question des suppléants. Les ordonnances Macron ne prévoient pas, notamment que les suppléants participent aux réunions, et cela pose la question d'une manière plus générale de la déconnexion, en quelque sorte, de ces suppléants quand il s'agit de remplacer le titulaire. Donc là, il n'y a pas j'ai envie de dire, de points explicitement posés par le Code du travail permettant la négociation sur le sujet, mais ça n'est pas d'ordre public. Donc, on en conclut que des négociations sont possibles dans la matière. L'idée, ce serait bien sûr tout simplement de permettre à ces suppléants de rester en quelque sorte connectés. On pourrait penser à deux types de mesures. Une première mesure qui consisterait à les faire participer aux réunions du CSE, et une deuxième mesure qui consisterait à les garder dans la boucle des échanges et à les mettre en destinataire de tous les documents qui sont transmis au CSE. Voilà, pour les quelques réflexions, pour les quelques analyses dont on pouvait vous faire part concernant donc la constitution du CSE. Je vous remercie pour votre écoute.